Bonjour à tous. Alors, j'interviens sur... Ah, j'ai pas mon exposé. Est-ce qu'on peut le mettre pendant ce temps-là? Oui, il n'est toujours pas là. Et le pointeur, il est où? Il est là, merci. OK. Next. Il faut attendre. Bon, bah alors, je démarre sans attendre. C'est un exposé que j'ai préparé avec... c'est pas grave, avec Vincent Boulanger. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc je l'ai préparé avec Vincent Boulanger, mais évidemment c'est le résultat de suivis qui ont été faits avec beaucoup de scientifiques. On reviendra et de techniciens et d'ingénieurs, et de gens de l'ONF. On reviendra là-dessus à la fin. C'est avec Vincent Boulanger. Vincent Boulanger est à l'ONF, au département recherche. Il était thésard avec moi sur des aspects floristiques. Et donc moi je trouve assez fantastique de pouvoir présenter quelque chose avec quelqu'un qui a été mon thésard et qui travaille maintenant à l'ONF et sur René-Coffort. C'est quand même assez symbolique de vraiment la bonne connexion qu'on peut avoir sur la recherche avec René-Coffort actuellement. Alors, on va parler de méthodologie et de choses qui vous intéressent peut-être plus, qui sont les évolutions tendancielles. Pourquoi s'intéresser à la flore? Je vous rappelle en 2 secondes. Parce que c'est une composante qui est intéressante en elle-même. Alors pour une raison qui n'est pas souvent dite, c'est quand même parce que d'un point de vue scientifique, en environnement, c'est une des composantes qu'on maîtrise le mieux depuis longtemps historiquement en termes de connaissances. Donc c'est quelque chose, c'est un pilier finalement, un vieux pilier qui nous semble un peu incontournable. Un jour il le sera peut-être, mais pour l'instant il l'est encore incontournable. Donc on a toujours ça finalement comme un background presque obligatoire des études sur l'environnement. Alors à part ça, c'est une composante importante de la biodiversité. Je rappelle qu'en forêt, on a bien plus d'espèces parmi les végétaux, phanérogames, on a bien plus d'espèces herbacées que d'espèces ligneuses. Dans René-Coffort, pour vous donner un exemple, on monte jusqu'à 150 espèces sur 100 mètres carrés, qui en plus, par rapport aux ligneux, les ligneux ont la mauvaise habitude d'appartenir au même groupe phylogénétique. On a beaucoup de fagacées, de bétulacées, et une fois qu'on a fait le tour, donc la variabilité tant spécifique qu'intra-spécifique est beaucoup plus grande à l'intérieur des strates herbacées, enfin évolutive, on va dire, pardon, est beaucoup plus grande à l'intérieur des strates herbacées que des strates ligneuses, en tout cas hautes. Ça, c'est un point important. Ça joue un rôle fonctionnel qui nous semblait relativement secondaire. On verra à la fin qu'il est peut-être moins, même dans le René-Coffort. Alors, c'est évident au niveau des stades de régénération. La strate herbacée est une concurrente des ligneux, donc ça joue un rôle fonctionnel important. Dans les milieux ouverts, les cycles biogéochimiques peuvent aller jusqu'à 50% en masse d'éléments contrôlés par la végétation du sous-bois. C'est le cas de la molinie dans les pins maritimes ou des choses comme ça, sur l'évapotranspiration, le cycle de l'eau, le cycle de certains éléments minéraux, mais c'est que dans les milieux ouverts. Et puis surtout, quelque chose qui est totalement inconnu et presque pas étudié, on va dire, c'est les interactions biotiques. Les réseaux d'interactions biotiques sur les plantes herbacées sont certainement assez fantastiques. Le nombre d'espèces d'herbivores qu'on trouve sur l'Alière pétiolée, c'est une centaine à peu près. Sur une espèce, on connaît 100 herbivores différents. Ça a été étudié sur 2 ou 3 espèces invasives parce que ça nous intéressait, mais sinon sur le reste, on ne connaît rien. Les réseaux d'interaction finalement trophiques ou de facilitation, etc., de compétition, sont énormes à l'intérieur de la strate herbacée et totalement inconnus. Deuxième aspect très important, et c'est peut-être celui qui est le plus utilisé dans René-Coffort aujourd'hui, enfin c'est celui-là qui est le plus utilisé, c'est l'aspect bioindicateur. C'est-à-dire que depuis longtemps, on dit que la flore, elle indique quelque chose sur les conditions de milieu. Et donc, finalement, dans René-Coffort, l'idée de départ, c'était surtout de s'en servir pour ça. Pourquoi ? Parce qu'avant René-Coffort, et là, je vais peut-être juste repréciser une petite chose que j'ai dite hier et qui était mal interprétée, peut-être. Avant que ne démarre René-Coffort, on avait déjà beaucoup de publications qui nous disaient que la flore était en train d'évoluer avec une dynamique liée à des changements à long terme de type... alors certains avaient vu de l'eutrophisation à cause des dépôts azotés, d'autres avaient vu de l'acidification. Depuis, on a eu droit à des publis sur la montée en altitude des espèces sous l'effet du changement climatique. Donc les gens qui travaillent sur la flore, dont je fais partie, sont très prompts à publier de très grandes publications en fonction finalement du changement environnemental qui nous intéresse, et on arrive facilement à mettre en évidence que ça répond. Et c'était ça un peu le background, et on va voir que dans René-Coffort, quand on met en place des protocoles sérieux de suivi, on a un peu plus de mal à retrouver aussi facilement ces tendances.
C'était ça le sens de mon message d'hier, qui vous dit un peu déjà ce qu'on va conclure à la fin. Alors, voilà. Je crois que j'ai dit le principal, donc d'où l'intérêt et d'où l'enthousiasme qu'on a eu dès le départ de monter un truc, de participer à ce projet qui visait à suivre à long terme l'évolution de la flore dans un cadre, et c'est sur ce stade qui nous intéressait, un peu plus méthodologiquement serré que ce qu'on faisait avant, avec comme principal atout le fait qu'on décidait dès le départ de faire quelque chose qui serait un suivi, puisque tout ce qui avait été publié antérieurement, c'était sur la base de choses qui n'avaient pas été montées pour être un suivi. Je ne connais pas d'exemple où les gens avaient monté les choses pour faire vraiment du suivi à long terme d'effets de changements environnementaux. Donc c'était vraiment là qu'était la première de Hanecofor. Et donc c'était une première méthodologique, on va dire. Alors comment ça se passe très rapidement? On a 102 placettes au départ, un peu moins à l'arrivée. Un passage tous les 5 ans pour les relais de flore. 10 placettes sur cette centaine qui sont suivies annuellement depuis le début, sauf quelques années tempêtes. Et on opère comment? On fait des relevés floristiques sur des bandes de 50 mètres de long sur 2 mètres de large, c'est-à-dire 100 mètres carrés. Avec l'idée que c'est une forme bizarre pour les gens qui font de l'analyse de végétation. D'habitude, on fait des cercles ou des carrés. L'idée, c'est qu'à 2 personnes qui balayent 1 mètre de largeur devant elles en marchant, elles sont plus exhaustives que dans un no man's land de 400 mètres carrés qu'on a plus de mal à explorer. Avec 4 bandes à l'intérieur de l'enclos et 4 bandes à l'extérieur, ce qui était quand même une bonne idée. La question s'est un peu posée au départ, et puis heureusement qu'on a mis les bandes à l'extérieur, comme on va le voir. Le problème principal, comme dans tous ces réseaux nationaux, c'est qu'il y a plusieurs équipes d'observateurs. Pas un n'y échappe. On est obligé donc d'avoir des gens différents qui observent à des endroits différents, donc des effets observateurs potentiels. Et là où René Coffort a vraiment fait faire un bond à cette science de l'étude de la végétation, c'est sur la prise en compte de ce problème, c'est-à-dire de s'assurer qu'on avait moins d'effets observateurs que d'habitude. Alors il faut dire que d'habitude, on s'assoit sur les effets observateurs. Il y a très peu de publis. Alors en France, il n'y en a vraiment pas du tout. Vous prenez tous les réseaux d'observation, je vais les citer, Vigiplante au Muséum, le réseau DSF 1616 Biosol, vous l'appelez comme vous voulez parce qu'il y a eu plein de passages, vous prenez l'inventaire forestier national, on n'a pas d'études du biais d'observation dans ces réseaux. Et on verra qu'il en existe forcément beaucoup. Alors dans René Coffort, il y a eu 2 approches qui ont été prises pour étudier les problèmes de biais d'observation. D'une part, on fait venir tous les observateurs avant les observations tous les 5 ans et on les fait passer au même endroit. Et on fait un truc assez rigolo qu'on n'avait jamais fait avant, c'est qu'on les fait revenir le lendemain pour se mettre d'accord sur ce qu'ils ont vu. Alors ça s'appelle le relevé consensus, parce qu'avant, quand on faisait passer les gens au même endroit, on faisait la fusion, c'est-à-dire la réunion de tout ce qu'on avait observé, on disait « Ah ben c'est ça le bon relevé ». Ah ben non, parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui disent qu'ils ont vu une espèce alors qu'ils se sont trompés ou qu'ils ne l'ont pas vue, etc. Donc quand on fait la réunion de tous les relevés vus par plusieurs personnes, on a un relevé qui est trop gros. Et ça, ce n'était pas pris en compte dans les quelques études qui avaient fait ça avant. Donc on fait revenir les gens, ils se battent, ils s'arrachent la langue, et à la fin, on a un relevé où ils sont d'accord finalement sur ce qu'il y avait vraiment. Et on peut donc, pour la première fois, étudier réellement deux biais, le nombre d'espèces que les gens ont loupées et celles qu'ils ont mal identifiées. Alors, le résultat, je donne tout de suite la deuxième méthode, c'est que pendant les relevés qui ont lieu ensuite réellement sur les placettes René Coffort, après cet exercice, qui a lieu les relevés ont lieu plusieurs mois après, on a des placettes qui sont visitées 2 fois par 2 équipes différentes, à peu de temps d'intervalle, dans la même semaine, on fait passer, et évidemment sans se donner d'informations, en aveugle, les équipes passent 2 fois. On peut comparer donc leurs relevés. Par ces 2 méthodes, on peut calculer donc des taux de mauvaise identification et d'espèces loupées. Alors, je vous ai donné les chiffres issus des relevés d'intercalibration. Vous voyez que finalement, il y a assez peu d'espèces mal identifiées, mais il y en a quand même 5%. Et par contre, en moyenne, il y a beaucoup d'espèces non vues. Il y en a quand même 20%. Et c'est très variable suivant les observateurs. Alors, ça va de 50% de taux d'espèces vues.
ce qui est la moyenne d'un thésard qui vient de sortir de sa thèse, quand même, après une thèse. Hein. Il voit à peu près 50% des espèces, et puis ça monte à 90% pour des individus un peu extraordinaires, on ne sait pas pourquoi, qui ont des compétences en général anciennes, mais pas forcément. C'est plutôt lié à des variabilités personnelles. Donc un taux de non-observation qui est important. Alors ce taux de non-observation, on a pu aussi le modéliser, ça a été publié avec Frédéric Archaud qui avait analysé ces données. On a pu l'analyser depuis sous différents angles. Ce graphique, j'avais déjà montré en 2005, je crois, mais je le remonte parce que c'est quelque chose qu'on a pu recalculer avec des données nouvelles et qui est extrêmement important. On voit que les taux de non-observation pour des mousses, par exemple, rares, c'est le petit coefficient R là, qui est là, ça c'est des espèces très fréquentes qui recouvrent 100%, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'espèces manquantes. Et puis là, on a des espèces qui sont présentes qu'avec un individu, et vous voyez que le taux de loupé, hein, le nombre de cas où on ne la voit pas, est extrêmement élevé. Donc il y a un lien avec la taille de l'espèce. Il y a un lien avec, on a pu montrer très nettement aussi, avec le nombre de passages. Donc la probabilité d'observation d'une espèce, elle augmente avec le nombre de passages, ce qui est normal. Mais elle augmente assez sensiblement. Pour les espèces les mieux vues, on passe de 80 à 95% de probabilité d'observer l'espèce en passant d'un passage à deux passages, pour les meilleures espèces. Ça veut dire que quand vous passez une seule fois, vous loupez beaucoup d'espèces. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. La plupart des relevés de rééchantillonnage, d'études dans les réseaux, etc., sont faits avec un seul passage par an, par exemple. Donc on est sûr qu'on a déjà des taux de non-reconnaissance, d'espèces manquées qui sont très élevés. Par exemple, vous prenez Vigiplante, à ce que je sache, je crois qu'on a Pierre Montpied dans la salle qui fait du Vigiplante, il y en a peut-être d'autres, je crois que c'est des relevés qui sont faits tout seuls, par exemple. Hein. Je sais pas, par exemple. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Alors, maintenant, quelques résultats, après ces aspects méthodologiques, sur des variations à l'intérieur de René-Coffort. Alors, je n'avais pas trop de temps, donc premier graphique, l'évolution de la richesse spécifique, le nombre d'espèces vues dans l'ensemble du réseau, en moyenne chaque année. Vous voyez, le graphique est très clair, ça augmente. Ça rejoint un graphique de méta-analyse que tu as montré, Hervé, où à l'échelle internationale, quand on cumule un grand nombre de relevés, les gens sont un peu étripés là-dessus, mais il y a beaucoup de cas où on s'aperçoit que ça augmente. Alors quand on regarde le pattern d'augmentation, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre, hein, c'est que ça augmente vite au départ et puis moins vite ensuite. Et quand on regarde un autre indicateur que je ne vous montre pas, qui est le nombre d'espèces cumulées depuis le départ, ça c'est le nombre d'espèces moyen, c'est-à-dire c'est celles qui arrivent puis celles qui s'en vont, c'est le bilan. Si on regarde le nombre d'espèces cumulées, on voit qu'il augmente très vite au départ, pendant les 5 premières années, puis qu'ensuite qu'il augmente régulièrement pendant les 15 années suivantes. Ça signifie quoi? Alors, il faut encore travailler sur ce truc-là, ce n'est pas publié, mais ça signifie que, très probablement, on a une phase d'installation, entre guillemets, d'habituation, de connaissance de la placette par les observateurs qui implique que l'exhaustivité va augmenter au cours du temps. Et qu'on va ensuite atteindre un plateau où là, on commencera à avoir des variations, entre guillemets, réelles, dont la cause, par contre, n'est pas connue. Pourquoi le nombre d'espèces vues continue à augmenter depuis 2005 c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, je voudrais préciser une petite chose importante quand même, c'est que j'ai hésité à dire oui pour faire cet exposé parce que en 2010, il n'y a pas eu de financement sur les relevés floristiques. Donc on a fait ça sur une base volontaire et il y a eu la moitié des relevés, un peu moins de la moitié des relevés qui ont été faits. Ça veut dire que, et en 2015, on a fait les relevés, mais les données ne sont disponibles que depuis le temps de préparer ces données qui sont complexes et qui demandent beaucoup de vérification et de correction. Les données ne sont disponibles depuis une quinzaine de jours, c'est manuel si je résume. Et donc on n'a pas pu travailler encore réellement sur les données 2015. Donc les seules données qu'on a réellement, c'est les données 2005. Donc ce que je vous présente, c'est ce qu'on a pu faire en plus de ce qui était fait depuis l'analyse qui a été présentée ici en 2007, c'est-à-dire principalement 2 résultats nouveaux avec les mêmes données 95, 2000, 2005
par rapport à ce qu'on avait présenté ici en 2007. Alors, les deux résultats nouveaux, c'est quoi? On va voir ça, enfin nouveaux, qui ont été bien travaillés en tout cas, et qui ont été publiés du coup depuis. Alors, il y a des placettes qui ne bougent pas au cours du temps. Et puis il y en a d'autres en richesse spécifique qui montrent des patterns assez extraordinaires. Alors vous voyez, typiquement une placette de tempête, voilà, on avait 70 espèces en moyenne sur la placette, à l'extérieur uniquement de l'enclos, et puis la tempête passe, et paf, on se retrouve avec 140 espèces, et ça rediminue. Rien d'extraordinaire, une tempête passe, une perturbation, il y a de la lumière, il y a de l'azote qui est minéralisé, enfin théoriquement, et parce que depuis que j'ai écouté certains exposés, je commence à me poser des questions, mais bref, l'azote est minéralisé, donc ça fait des espèces nitrophiles et lyophiles en plus, et on a un boom d'espèces, et puis le peuplement se referme, et ça diminue. En rouge, comme ça, pour vous montrer, c'est les années où on a eu des petits problèmes de timing, et on n'est passé qu'une seule fois au lieu de deux. Donc vous voyez tout de suite que l'interprétation est différente, ça baisse immédiatement quand on ne passe qu'une fois dans l'année au lieu de deux. Et je vous montre ici ce qui se passe à l'intérieur de l'enclos. À l'intérieur de l'enclos, là on était à l'extérieur, à l'intérieur de l'enclos, on avait le même nombre d'espèces au départ, légèrement inférieur au bout de 3-4 ans d'ailleurs, et puis après on se retrouve après la tempête, une fois qu'on peut pénétrer à l'intérieur, alors là il y a beaucoup moins d'espèces et elles décroissent à une vitesse encore plus rapide. Alors qu'est-ce qui se passe? On a généralisé ça à l'ensemble du réseau, et on a regardé quelle était la différence de richesse entre l'enclos et l'exclos au cours du temps. Et voyez ce qu'on voit, et alors là j'insiste bien parce qu'il y a des gens qui lisent le graphique dans le mauvais sens, c'est la différence entre l'extérieur moins l'intérieur. Quand c'est positif, il y en a plus à l'extérieur. Et bien qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a une augmentation rapide du nombre d'espèces à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Je dis bien à l'extérieur, là où il y a du l'ongulé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bah oui, là où il y a des ongulés, il y a moins d'espèces. Non, c'est là où il y a des ongulés qu'on a plus d'espèces. Et ça, c'est quoi? C'est quelque chose que tous les gestionnaires du réseau connaissent. C'est la petite photo qui est à côté. C'est que dans votre enclos, vous avez une régénération qui s'est mise en place soit de ligneux, soit de ligneux d'intérêt, des sapins, des hêtres, pourquoi pas, soit souvent de la ronce, qui est même principalement le ligneux qui se développe le mieux dans les enclos rhénécophores. Et donc, ça fait quoi? Ça fait tout simplement un couvert avec une lumière au sol qui devient beaucoup plus faible. Et donc, on a une compétition qui se met en place et on a moins d'espèces à l'intérieur de l'enclos en comparaison de l'extérieur. Il y a d'autres effets. On voit aussi plus d'espèces nitrophiles à l'extérieur. Le degré de nitrophilie s'accroît à l'extérieur par rapport à l'intérieur. La raison peut en être aussi la lumière, mais ça peut aussi être les apports d'excréments animaux, voire le piétinement aussi, qui crée une perturbation qui favorise, encore une fois, probablement la minéralisation et les espèces nitrophiles. Donc on a une différence positive en faveur de l'extérieur de l'enclos pour la richesse spécifique, mais qui favorise des espèces plutôt héliophiles, plutôt nitrophiles, plutôt rudérales et plutôt non forestières. Donc il faut bien retenir le message, c'est en gros, la forêt française d'ailleurs, vous voyez, on le voit dans tous ces enclos rhénécophores, c'est peut-être l'expérience la plus fantastique qu'on ait en termes de nombre de répétitions, la forêt française aurait une autre gueule s'il y avait moins d'ongulés. Une sacrée autre gueule. Alors ça a été publié, ça vient d'être publié tout chaud dans Global Change Biology, on était contents. Deuxième résultat, qui est encore plus défrisant, c'est l'évolution tendancielle de la flore. Est-ce qu'on voit quelque chose dans les variations tendancielles sur l'ensemble du réseau? Et là, je vous ai mis en haut les résultats sur les sols, et en dessous, sur la ligne du bas, en bleu, les résultats sur la flore. Et d'un côté, c'est le pH, de l'autre, c'est ce qui a lien avec la nutrition azotée. La flore, grâce à des valeurs indicatrices, ici écoplante, mais on en a d'autres. On a Ellenberg, on a notre PIF, notre pifomètre, on a tout ce que vous voudrez, ça dit la même chose. La flore indique une progression des espèces neutrophiles, ça a de pH plus élevé par rapport aux espèces acidiphiles. Et elle indique une progression des espèces nitrophiles, c'est-à-dire une baisse de la valeur indicatrice du rapport carbone sur azote, comme s'il y avait plus de disponibilité en azote dans les sols.
Alors, si vous vous rappelez les résultats d'aujourd'hui, hein, on a exactement l'inverse sur le pH. Le pH, il a tendance à diminuer, et le C sur N des sols, il a tendance à augmenter. Donc, le résultat qu'on a, c'est que la flore, à l'échelle de l'ensemble du réseau, elle montre une tendance qui est inverse à celle qu'on voit dans les sols. Je signale quand même pour dire, c'est qu'elle est quand même dans le même sens que l'évolution des dépôts azotés. Des dépôts atmosphériques. C'est-à-dire que les dépôts atmosphériques, rappelez-vous, ils ont une élévation de pH. Bon, on s'en fiche un peu. Hein. Je dis ça, c'est juste pour mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Donc la flore indique bien une augmentation de pH et elle indique finalement un niveau de nutrition azotée plutôt élevé, ou qui continue à être élevé. Des choses qui sont plutôt en accord avec les dépôts atmosphériques. À l'échelle de la placette, donc ça c'est à l'échelle globale en moyenne, mais si on fait à l'échelle de la placette, on voit que c'est exactement la même chose. Prenez le C sur N, on va s'attarder que sur le C sur N. La relation est inverse, c'est-à-dire que voilà la variation placette par placette du C sur N du sol, et la variation bio-indiquée par la végétation. Au lieu d'avoir une droite ici, on a une pseudo-droite dans l'autre sens. Hein. Donc c'est anti-corrélé, ça donne des messages totalement différents. Voilà. Je conclus. Je conclus à la fois en donnant, c'est une conclusion et c'est aussi mon avis, puisqu'on demandait un avis. L'intérêt d'un écophore, c'est d'avoir montré qu'il y a des rôles très importants de biais dans l'observation de la biodiversité, au moins floristique, mais ça touche aussi tout ce que font les hommes quand ils essayent d'observer quelque chose dans l'environnement. Et qu'il y a probablement une période de rodage qui est longue. Donc pour un écophore, moi je pense qu'il y a un problème, on devrait passer plus souvent pour la flore, et je répète que 2 années consécutives d'observation tous les 10 ans, c'est sans doute mieux finalement, j'en suis sûr, qu'une fois tous les 5 ans. Un rôle primordial des perturbations, et ça je pense que c'est pas encore assez pris en compte dans un écophore. Il y a 2 choses, hein. Il y a le vieillissement, le résultat carbone, qui impacte toutes les analyses de sol, on l'a vu. C'est lié à l'âge, on l'a bien vu, et donc c'est lié au vieillissement des peuplements. C'est quelque chose qu'on a dit depuis le début dans un écophore. Une des premières choses qu'on verra dans un écophore, c'est l'effet du vieillissement. Et derrière l'effet du vieillissement, il y aura l'effet des perturbations. Et une fois qu'on aura résolu ces problèmes-là, on pourra peut-être voir des effets environnementaux. Okay ? Et donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ces effets de perturbation, ces tempêtes, et coupe surtout, avec un meilleur contrôle, voire même expérimental, comme le proposait Laurent, de ces niveaux de perturbation. Ça veut dire aussi que René-Coffort, c'est dans environ 600 ans qu'on pourra en faire quelque chose. C'est pas un siècle. Un siècle, c'est une révolution. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe dans une révolution quand le peuplement aura le même âge, puisqu'on a un problème de maturation, c'est-à-dire d'âge qui est très net, et de perturbation. Donc c'est après la maturation, la perturbation de la coupe, éventuellement, si c'est fait comme ça, et de recommencer 5 ou 6 fois. Et là, on pourra dire des choses. Donc c'est plutôt des réseaux qui ont un intérêt à 5 ou 600 ans. Et puis les ongulés, c'est un rôle très fort, on l'a vu, violent. Il va falloir ouvrir les placettes parce que la forêt à l'intérieur de la placette, et ça on ferait bien d'y réfléchir, donc en termes de densité, de ronces, etc., ça joue sûrement un rôle sur les cycles. Ça c'est un problème, il faut vraiment l'analyser à l'intérieur de la placette, et c'est là où les sols sont faits, ils ne sont pas faits à l'extérieur. Il faudrait peut-être se poser la question de faire les sols à l'extérieur, mais à l'intérieur de la placette, il va falloir rouvrir les clôtures, c'est pas possible, parce que sinon on n'a plus la même forêt qu'à côté. C'est certain, on n'a plus la même forêt qu'à côté. C'est plus les mêmes espèces, c'est plus le même fonctionnement. Voilà. Et puis, pour ne pas se battre entre les bioindications flore et les analyses de sol, ça nous renvoie un peu tous dans nos filets. Qu'est-ce que ça veut dire que la C sur N pour la végétation, ou même l'azote pour la végétation, en tant que mesure dans le sol? Et qu'est-ce que ça veut dire que les valeurs bioindiquées de la végétation par rapport au sol? On a encore du boulot. Voilà, merci.